Après Abou Bakr al-Baghdadi, les États-Unis viennent de réaliser l'une des plus grandes opérations antiterroristes de ces 10 dernières années en éliminant le général Qassem Soleimani, le général des forces Quds iraniennes, le grand penseur de l'expansion militaire, idéologique et terroriste iranienne dans la région. Si Rouhollah Khomeini était le père de la révolution islamique en 1979, Soleimani était le père de la révolution militaire. Alors il y a désormais deux options. Soit la révolution s'essouffle, soit elle entraîne avec elle une guerre généralisée. « 22 missiles iraniens tirés pendant les funérailles de Soleimani. Selon les Américains, Britanniques et Irakiens, il n'y aurait pas eu de blessés. Et pourtant, la télévision d'État iranienne joue la carte de la guerre psychologique et annonce 80 morts du côté des Américains, chiffre astronomique. Khamenei affirme qu'il ne veut pas d'une escalade. Traduction envisagée, l'Iran a tiré place désormais à tous nos proxys. Regardez. Dans les rues de Téhéran, quelques centaines d'Iraniens se rassemblent ce mercredi matin. Au cri de mort à l'Amérique, ils célèbrent la riposte iranienne contre Washington. Je suis venu pour dire aux gardiens de la révolution, vous avez fait du bon boulot, vous avez suivi le chemin du général Soleimani et vous avez fait ce que notre leader a demandé. J'espère que notre vengeance continuera et j'espère voir Trump échouer. Quelques heures plus tôt, l'Iran tirait 22 missiles contre les bases irakiennes d'Ain el-Assad et d'Erbil, deux bases qui abritent des soldats américains. Une riposte saluée publiquement ce mercredi matin par le guide suprême iranien. La nuit dernière, une gifle a été donnée en pleine face aux Américains. Mais une action militaire comme celle-ci n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est que la présence corrompue des États-Unis dans la région prenne fin. Bataille psychologique, les médias iraniens annoncent dans un premier temps un bilan extrêmement lourd. L'information sera rapidement démentie par Bagdad et Washington. D'un côté, les autorités irakiennes affirment qu'aucun de leurs ressortissants n'a été tué. De l'autre, Donald Trump publie sur Twitter un message semblant indiquer que le bilan de l'attaque est mineur. Tout va bien, des missiles ont été lancés de l'Iran vers deux bases militaires situées en Irak. L'évaluation des victimes et dégâts est en cours. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée du monde entier, de loin. Je ferai une déclaration demain matin. Ces bases étaient déjà placées en état d'alerte depuis plusieurs jours. Certains pays membres de la coalition internationale avaient d'ailleurs retiré leurs soldats par crainte de représailles iraniennes. Suite à cette attaque, une dizaine de compagnies aériennes américaines, françaises, allemandes ou encore australiennes ont annoncé ce mercredi de nouvelles routes pour éviter tout survol des espaces aériens iraniens et irakiens. Alors on vient d'en parler, Qassem Soleimani était le chef des forces Al-Quds, mais pas de tous les gardiens de la révolution. Justement, on fait le point sur ce nouvel organigramme finalement qui est en train de se dessiner avec vous, Bastien Bory. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est quoi justement l'organigramme aujourd'hui des Bassij aux forces Al-Quds de toute cette entité des gardiens de la Révolution? Alors, c'est important effectivement de parler de hiérarchie, Mathias, parce qu'on a entendu beaucoup de choses fausses, on a lu beaucoup de choses fausses sur cet organigramme. On a souvent lu et entendu que Qassem Soleimani était le chef du corps des gardiens de la Révolution, ce qui est faux. Historiquement, les gardiens de la Révolution donc, sont une unité paramilitaire créée en 1979 pour renforcer l'idéologie de la République islamique. Historiquement, qu'est-ce que cela donne aujourd'hui? Vous avez ce corps donc, des gardiens de la Révolution qui est en fait un organe de supervision qui est dirigé par le général Hossein Salami, qui est, disons, un personnage encore plus important que ne l'était Qassem Soleimani. Ensuite, vous avez cette unité des Bassij. Alors les Bassij, c'est une unité de civils mobilisés uniquement, qui a été créée pour recruter des volontaires lors de la guerre Iran-Irak, mais qui est devenue davantage aujourd'hui une police morale. Exemple, vous êtes une femme en Iran, vous ne portez pas convenablement votre voile, c'est un Bassij qui va venir vous le signaler, c'est un homme habillé en civil. La force Al-Quds, qui est chargée d'alimenter l'influence iranienne dans le monde, dirigée donc par Qassem Soleimani, puis par Ismail Qani, son successeur, et puis trois autres unités qui sont davantage des unités classiques, unités terrestres, navales et aériennes, qui sont davantage en soutien logistique à l'armée régulière iranienne. Alors ce que les forces Al-Quds ont perdu aujourd'hui avec Qassem Soleimani, avec la mort de Qassem Soleimani, ce sont beaucoup de choses. Tout d'abord un homme politique. Qassem Soleimani a été un des premiers Iraniens présents après l'invasion américaine de l'Irak, justement
justement pour reconstruire ce système politique avec des personnes qui ne soient pas hostiles aux intérêts iraniens. C'est également un stratège. C'est un homme qui est parti dès 2014 à Moscou, au Kremlin, pour convaincre Vladimir Poutine avec des cartes d'entrer en guerre en Syrie pour servir les intérêts iraniens. C'est également un espion. Qassem Soleimani, on le sait, avec les forces Al-Quds, était présent dans de nombreux pays et c'est lui qui récupérait ces informations de l'étranger et qui les soumettait aux autorités iraniennes qui croyaient d'ailleurs dur comme fer. C'est également un homme de réseau. Nul besoin de rappeler ses liens avec Hassan Nasrallah. Les deux étaient sous les bombes israéliennes en 2006 dans le sud de Beyrouth. Parce que c'est lui qui avait aussi demandé à Hassan Nasrallah d'enlever et d'assassiner les 2 soldats israéliens. Exactement. Et depuis 2006, tout cela a créé un lien extrêmement fort entre 2 hommes, mais aussi entre 2 entités. Et depuis 2006, Qassem Soleimani assurait au sein des autorités iraniennes ce soutien idéologique, matériel et financier au Hezbollah. Et c'est donc un homme de confiance que perdent les autorités iraniennes. Et cela, Islam Khani, donc son successeur, il n'est pas certain qu'il puisse être capable de mener tout cet héritage à bien. Ça prendra probablement plusieurs années. Très rapidement, et ce qui est intéressant, c'est que Qassem Soleimani, depuis des mois, on l'entend d'ailleurs, était en Irak, mais surtout, on entendait des cris de « Or, va-t'en, Qassem Soleimani d'Irak ». Est-ce qu'il y a une division aujourd'hui au sein de la rue irakienne? Il y a une énorme division. La preuve avec ce vote au Parlement irakien qui donc votait pour expulser toutes les troupes étrangères d'Irak, un vote à majorité chiite. Mais pour savoir si l'aura de Qassem Soleimani va perdurer, je pense qu'il faut aller voir du côté d'Al-Sistani. Al-Sistani, c'est cet ayatollah, cette grande figure du schisme irakien qui n'entretenait pas de bonnes relations avec Qassem Soleimani pour la simple et bonne raison que c'était un laïc, Al-Sistani, et c'est celui que les chiites écoutent le plus en Irak. Donc je ne pense pas que Al-Sistani, cet ayatollah, honorera outre mesure la mémoire de Qassem Soleimani. Parfait, comme d'habitude. Merci, Bastien Bourri. Et l'Iran ne menace pas que les États-Unis et Israël, mais également l'Arabie Saoudite. Justement, l'occasion pour moi de prendre le pouls de ce qui se passe à Riyad avec Abdelhamid Erben, analyste politique et géopolitique à Riyad en Arabie Saoudite. Abdelhamid Erben, bonjour. L'Iran menace de frapper aussi l'Arabie Saoudite. Comment on se prépare au Royaume ? Le Royaume n'est pas inquiet des menaces de l'Iran et l'Arabie Saoudite est capable de répondre à toutes les agressions militaires de quiconque, y compris l'Iran. La vérité est que le Royaume fait face à une situation de guerre latente dans laquelle nous vivons depuis 40 ans. Dans les années 80, l'Iran a tenté d'attaquer le Royaume en lançant des avions, mais nous les avons interceptés. Le Royaume est fort, le peuple du Royaume est fort, l'armée du Royaume est forte et dispose de toutes les capacités militaires et logistiques pour répondre à toutes les agressions de manière forte, décisive et destructive. Comme je l'ai mentionné, l'armée saoudienne est capable de répondre à toutes les agressions. L'Arabie Saoudite a déjà été frappée pourtant, donc vous n'avez pas forcément réagi, mais je pose la question à nouveau. Si l'Iran est frappé justement, frappe à nouveau l'Arabie Saoudite ou les intérêts américains en Arabie Saoudite, quelle sera la réaction de Riyad et de Washington ? Il ne fait aucun doute que si l'Iran ose attaquer directement l'Arabie Saoudite, que ce soit par des missiles, des drones ou de toute manière, y compris des actes terroristes, le Royaume frappera durement l'Iran. Le coup sera douloureux pour l'Iran, le dissuadant complètement de cesser sa mentalité terroriste et ses aspirations à détruire le Royaume. Par conséquent, le Royaume est politiquement et militairement prêt à répondre et à repousser toute agression iranienne. L'Arabie Saoudite a déjà averti l'Iran qu'il répondrait avec une puissance décisive et dévastatrice si l'Iran décidait d'attaquer le Royaume. De plus, et comme nous le voyons aujourd'hui, les États-Unis ont envoyé de grandes forces militaires dans la région pour transmettre un message clair à l'Iran. Ces hostilités dans la région ne peuvent plus être acceptées, que ce soit de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays de la région ou même des États-Unis. En effet, l'élimination de Soleimani est un message adressé à l'Iran selon lequel il est inconcevable d'accepter cette violence contre les pays de la région et de manière générale ces actes de terreur.
Comme je l'ai dit, l'Iran est arrivé à son terme. Nous sommes confrontés à la guerre et cela mettra sans doute un terme à la menace iranienne qui existe depuis 40 ans. Est-ce que les menaces iraniennes ne font pas que renforcer l'axe Washington-Jérusalem-Riyad ? J'ai déjà appelé à une coopération entre l'Arabie saoudite et Israël, y compris une coopération militaire claire, car les menaces iraniennes ne concernent pas uniquement le Royaume ou Israël, mais visent tous les pays de la région. Et je pense que l'Arabie saoudite et Israël, avec leurs capacités militaires, logistiques et de renseignement, peuvent arrêter et dissuader l'Iran, et de manière définitive. Et je crois qu'il est temps pour une telle alliance parce que la menace iranienne est devenue plus dangereuse pour la région et nous devons y faire face grâce à une stratégie saoudienne-israélienne conjointe. Je pense qu'aujourd'hui, il existe une occasion rare pour une telle coopération de faire face à la grave menace iranienne qui nous attend. Cette direction iranienne est terroriste. Elle ne se soucie pas de la vie des peuples, ni de la vie de son peuple, ni de la vie économique. Donc l'alliance entre Israël et l'Arabie saoudite est nécessaire aujourd'hui et devrait être mise en œuvre dès que possible pour transmettre un message à l'Iran selon lequel il fera face à une force destructive, grande et terrifiante. Je le répète, l'Arabie saoudite et Israël sont les pays les plus forts de la région sur le plan militaire et en termes de soutien politique. Merci Abdulhamid. Depuis Riyad, je vous rappelle que vous êtes un analyste géopolitique saoudien. 5 ans des attentats de Charlie Hebdo et l'Hyper-Cacher, c'était déjà il y a 5 ans. Je vous propose d'écouter la réaction de celui qui était à la tête de l'État justement à l'époque, le président François Hollande. Écoutez-le. La France a fait bloc, la France a été unie, la France a défendu des valeurs, la liberté, la France a récusé l'antisémitisme, le racisme, la stigmatisation. Donc il faut rappeler ce message qui a été à ce moment-là prononcé garde toute sa force. Et j'ai l'honneur de recevoir pour la première fois sur l'antenne d'I24 News un ancien policier de l'unité d'élite du GIGN, Philippe B. Racontez-nous pourquoi vous êtes vous aussi impliqué dans cette date. Alors pourquoi je suis impliqué oui, pourquoi cette date, ces 5 ans de l'attaque de Charlie Hebdo, pourquoi ça me parle? Parce qu'en fait, il y a 5 ans, j'étais au GIGN et j'ai participé à la neutralisation des frères Kouachi. Et donc après une traque qui s'était réfugiée dans une imprimerie à Damartin-en-Goële, et il a fallu organiser une intervention. J'étais à l'époque chef du trinôme de tête qui devait rentrer dans le bureau du directeur. En fait, les 2 frères Kouachi en ont décidé autrement, c'est-à-dire qu'ils sont sortis d'eux-mêmes et il y a eu une confrontation à l'extérieur de l'imprimerie. Il en est sorti qu'en fait, ils ont été neutralisés par les tireurs et pas mal de membres du GIGN qui se situaient à l'extérieur du bâtiment. Quand on a dans le viseur 2 terroristes ultra déterminés comme les frères Kouachi, qu'est-ce qu'on ressent? Un devoir, un droit, une obligation? Un devoir, oui, parce que quand on intègre le GIGN, on doit remplir son devoir. C'est le devoir de remplir sa mission. Le droit, oui, de par notre statut de gendarme. Et puis l'obligation, je vais dire qu'à part nous, qui peut le faire? En France, il n'y a pas énormément d'unités d'élite. Il y a la police et la gendarmerie. En gendarmerie, c'est unité d'élite, force de l'ordre, je parle. Il y a le GIGN. Et quand on signe pour le GIGN, eh bien, effectivement, on a l'obligation, le droit et le devoir de répondre à ce genre de menaces, à ce genre d'attaques, et d'y répondre d'une manière efficace et définitive. Est-ce que c'est pour ce genre d'opération qu'un policier d'élite s'entraîne à être prêt le moment venu? Alors effectivement, au GIGN, l'entraînement est extrêmement dur pour répondre à ce genre de menaces. Il faut savoir que depuis la création du GIGN, la majorité des décès sont survenus à l'entraînement. C'est pas pour rien, c'est que les entraînements sont poussés à l'extrême pour pouvoir justement être aguerris sur ce genre d'intervention.
L'antiterrorisme sur le territoire, c'est effectivement l'intervention presque la plus délicate et qui demande le plus une réponse la plus adaptée et la plus ferme possible. Faut savoir qu'il y a l'usage des armes. C'est assez compliqué en France. On n'est pas un pays habitué avec la guerre sur son territoire. Donc effectivement, il va falloir se préparer comme si on avait à combattre le terrorisme à l'étranger. Je dis comme si parce que c'est vrai que la France est sur plusieurs territoires à l'étranger, a une manière de combattre à l'étranger qui est différente de celle qu'elle fait sur son territoire. On fait plutôt de l'interpellation d'individus dangereux, d'égo-fastes, interpellation de criminels de haut vol, mais du terroriste maintenant, on en a pris malheureusement la triste habitude. Donc l'entraînement est de plus en plus orienté sur ce type d'interpellation et de neutralisation. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'on a vu aussi pendant ces attaques d'autres forces comme la BRI, le RAID, intervenir. Pourquoi ce besoin d'autant de forces différentes alors que le GIGN a historiquement prouvé son savoir-faire ? C'est vrai qu'en France, on cumule un petit peu au niveau troupes d'élite. Et il y a donc la BRI qui est principalement axée sur la zone de Paris, le RAID qui intervient sur les zones urbaines dans toute la France, et le GIGN qui intervient sur les zones rurales dans toute la France. Donc il y a, pour ainsi dire, un partage de zones. En matière de terrorisme, ce partage de zones a sauté depuis le Bataclan, où là, on s'est retrouvés pratiquement tous sur Paris à vouloir intervenir. Ça a créé un cafouillage parce que justement, il y a eu ce problème de zone qui s'est posé à qui doit intervenir. Sur Charlie Hebdo, en même temps, il y avait donc l'hypercachère, donc les zones étaient bien distinctes. Il y avait la zone rurale avec Dammartin et donc le GIGN et l'hypercachère sur Paris avec le RAID et la BRI. En France, on fonctionne comme ça. Plusieurs unités d'intervention. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Elles ont tendance à se comparer, à se mettre un petit peu en compétition. Je ne sais pas vraiment comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir travailler de plus en plus conjointement pour être encore plus efficace qu'on a pu l'être ces dernières années. Je sais que le sujet est sensible, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est le degré de coopération avec le Yamam, le GIGN israélien finalement, et surtout, est-ce qu'il y a un même savoir-faire franco-israélien dans la lutte antiterroriste ? C'est assez délicat de répondre à une question comme ça, du fait que les pays et les unités d'élite n'aiment pas trop dire avec qui elles travaillent et à quel niveau elles travaillent. En tout état de cause, il y a un partage de connaissances qui est fait au niveau mondial entre différents pays. C'est toujours intéressant de toute façon d'avoir des retours d'expérience de différents pays, de différentes unités qui ont été confrontées au terrorisme. La France, depuis quelques années, y est confrontée d'une manière assez frontale avec des échanges de coups de feu. C'est pas seulement des explosifs, un attentat explosif et puis derrière une enquête et une interpellation. Là, ils vont vraiment à la confrontation. Donc c'est vrai que ça a donné un retour d'expérience qui est important à mon sens et qui est intéressant de partager avec d'autres pays. À savoir que les autres pays, notamment Israël, est extrêmement confronté aussi à la violence. Maintenant, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre pour vous dire si le GIGN, à quel niveau il y a une collaboration et s'il y a une collaboration. Vous imaginez bien que pour optimiser ses capacités, tous les pays sont obligés de partager. Maintenant, je ne connais pas le niveau d'Israël, juste de réputation, et la réputation est excellente. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important dedans, c'est-à-dire que en Israël, tout le monde se sent concerné, contrairement à la France où les gens se tournent désespérément vers les forces de l'ordre pour agir. En Israël, c'est mon sentiment, je n'ai jamais été en Israël, mais j'ai quelques amis israéliens qui
qui me racontent un petit peu, et ils me disent que déjà, les hommes comme les femmes font leur service militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous, en France, on a supprimé le service militaire depuis plusieurs années, et on le ressent dans le recrutement. Il y a toute une phase d'apprentissage qu'il n'y avait pas avant pour les troupes d'élite. Maintenant, il faut tout reprendre à zéro, et puis c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps comparé à avant où les gens étaient formés d'une manière initiale. Je pense que c'est une réelle plus-value que tout le monde fasse son service militaire. Merci infiniment, Philippe B, de m'avoir fait l'honneur d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes ancien gendarme du GIGN. Et on parle également de cybersécurité dans cette édition de Défense avec Guillaume Tissier. Vous êtes président du CES. Bonjour Guillaume Tissier. Justement, vous allez nous annoncer le lancement dans quelques semaines du salon du FIC, c'est-à-dire le Forum international sur la cybersécurité. C'est quoi d'abord la stratégie du FIC ? Oui, bonjour. Le FIC est un événement qui a été créé en 2007 par la Gendarmerie nationale française pour traiter de toutes les questions de cybercriminalité au départ. Et nous avons élargi en 2013 le forum à l'ensemble des questions de cybersécurité et de confiance numérique. Et aujourd'hui, ce forum est donc organisé à la fois par la Gendarmerie nationale française et en même temps par CES, qui est une société de conseil. Et le FIC est donc un événement un peu hybride, puisque c'est à la fois finalement un lieu de réflexion avec beaucoup de débats. Donc c'est une plateforme ouverte mais en même temps engagée, c'est-à-dire que les débats ont aussi pour objectif de promouvoir une vision équilibrée de la cybersécurité, plaçant notamment les droits de l'homme au cœur du sujet, avec une vision équilibrée, respectueuse des données personnelles également. C'est aussi un lieu d'échange pour tout l'écosystème qui est composé à la fois donc d'offreurs, d'utilisateurs finaux, de la sphère régalienne. Et je dirais que les organisateurs du forum sont un peu à l'image de la coopération publique-privée qui doit être au cœur de la réponse cybersécuritaire. Et puis c'est en même temps un lieu de business, bien sûr. Lieu de business qui a un objectif qui est la promotion de l'ensemble des technologies de sécurité européenne, mais qui est en même temps ouvert sur l'international. Voilà un peu quel est le FIC aujourd'hui, donc une place de marché et en même temps un lieu de réflexion. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est à la fin de signer des contrats, concrètement? Alors c'est les deux, c'est à la fois d'échanger sur le fond, puisque la cybersécurité appelle évidemment des réponses opérationnelles, mais appelle aussi une vision un peu plus stratégique, avec des politiques publiques. Et en même temps aussi, évidemment, c'est une place de marché qui est destinée à faire de la cybersécurité un véritable accélérateur, facilitateur de ce qu'on appelle la transformation numérique. Et en ce sens, la stratégie du FIC est notamment d'associer de plus en plus les utilisateurs finaux, en considérant finalement que ces utilisateurs finaux ont besoin aujourd'hui de la cybersécurité, non seulement sur le fond, pour sécuriser leurs produits, mais en même temps comme d'un argument marketing, d'un élément de communication, puisqu'aujourd'hui on ne vend plus des services, ou prenez par exemple l'exemple des banques, ou prenez les constructeurs automobiles, on ne vend plus aujourd'hui des services bancaires ou des automobiles sans finalement sécuriser ces produits et services et sans communiquer auprès des usagers sur ces qualités en matière de cybersécurité. Ce qui m'a intéressé dans vos propos, Guillaume Tissier, ce matin, c'est que vous parliez également de privé, mais vous dites le mot public. C'est-à-dire qu'il y a, je décèle une réelle volonté finalement de l'État aussi de s'impliquer. On sait que c'est l'un des grands projets du président Emmanuel Macron. Est-ce que c'est aussi, à travers vous, de créer un écosystème au service de l'État sur la cybersécurité ? Alors effectivement, on est clairement sur une logique d'écosystème au sein du FIC, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Cette logique d'écosystème, elle se traduit à travers cet événement, elle se traduit aussi à travers un projet qui a été lancé depuis quelques mois de campus cyber, projet qui est porté notamment par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui devrait, je pense, déboucher dans les semaines prochaines ou dans les mois prochains sur le lancement donc, de ce projet. Un projet d'ailleurs qui a été inspiré, je crois, par le modèle que vous avez vous-même développé à Beersheva, avec un campus réunissant l'ensemble des acteurs de la cybersécurité, du centre de recherche à la start-up, en passant par tous les grands groupes utilisateurs finaux de cybersécurité. Vous parlez de Beersheva. Faut-il y comprendre finalement qu'à travers le FIC, c'est aussi un grand projet de coopération, alors à l'échelle française, à l'échelle européenne et pourquoi pas à l'échelle israélienne aussi ?
Alors c'est un projet effectivement à l'échelle française, clairement, puisque nous avons aujourd'hui un écosystème qui est riche, qui est diversifié, qui doit maintenant se structurer, se consolider, de façon notamment à pouvoir bénéficier de l'accès au marché européen, qui est aujourd'hui le second marché mondial en matière de cybersécurité. Et donc en ce sens, le FIC est un événement vraiment ouvert, qui a pour objectif de valoriser l'ensemble de ces technologies, mais aussi bien sûr d'accueillir des délégations de nombreux pays. Nous aurons notamment une délégation israélienne, puisque, comme je le disais, la plateforme est totalement ouverte. L'objectif, c'est de pouvoir aussi présenter des technologies, des innovations venant d'autres pays. Guillaume Tissier, dernière question en termes de chiffres, c'est-à-dire quelle date d'abord, où ça se passera et surtout combien de participants? Alors 28, 29, 30 janvier à Lille, donc juste à côté de Paris. L'année dernière, nous avions un peu plus de 10 000 participants. Nous en attendons au moins 11 cette année, et avec 20% d'internationaux. Donc des débats qui sont la plupart du temps soit en anglais, soit traduits en simultané. Et donc vraiment une ouverture internationale complète, et en tout cas de plus en plus complète chaque année. Et nous serons présents également, i24 News sera présent justement au cours de ce salon. Merci beaucoup Guillaume Tissier d'avoir été avec nous, président du CEIS, rôle clé également dans cette organisation du Forum international sur la cybersécurité à Lille. Voilà, cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien évidemment tout au long de la semaine les meilleurs extraits de Défense sur notre site internet, mais également sur notre plateforme sociale, que ce soit Twitter ou Facebook, et tout au long de la semaine également les rediffusions en intégralité de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à mon équipe de production et d'édition de l'avoir réalisé. Bonne semaine à tous et soyez toujours plus en sécurité dans le monde de la défense.